Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Mitchell Ross avait bâti sa vie comme il avait bâti tout le reste, méthodiquement, délibérément et sur des bases inébranlables. À 38 ans, il possédait 3 entreprises de construction prospères dans tout l'État, employait plus de 200 personnes et n'avait jamais reculé devant un combat qui en valait la peine. Sa réputation dans le secteur était légendaire, juste, mais impitoyable, généreuse dans la loyauté, mais impitoyable dans la trahison. La cicatrice qui courait de sa tempe gauche à sa mâchoire racontait une histoire que la plupart des gens chuchotaient. Un entrepreneur rival qui avait tenté de saboter l'un des projets de Mitchell avait appris à ses dépens que contrarier Mitchell Ross avait des conséquences. L'homme avait passé 6 mois à l'hôpital et perdu son entreprise. Mitchell avait veillé à ce que les deux soient respectés. Son mariage avec Vera Free semblait être une autre réussite. Elle était belle, intelligente et issue d'une famille respectable. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité où son père, un banquier éminent, collectait des fonds pour les anciens combattants. Vera était bénévole, servant des boissons avec un sourire désarmant. Mitchell, tout juste sorti de son 2e déploiement militaire et en train de créer sa première entreprise, avait été captivé par sa grâce et son apparente gentillesse. C'était il y a 13 ans. Assis dans son Silverado noir devant le modeste ranch de sa mère, Mitchell repensait à la prudence avec laquelle Vera avait joué son rôle. L'épouse dévouée pendant ses difficultés professionnelles, la compagne bienveillante pendant le traitement contre le cancer de sa mère, la mère parfaite pour leur fils Tyler. Mais la perfection, avait appris Mitchell dans le bâtiment, était souvent une façade, masquant des dommages structurels. Les signes étaient subtils au début. L'intérêt soudain de Vera pour les cours de fitness qui duraient tard le soir. Les nouveaux vêtements, prétendait-elle, étaient des cadeaux de sa sœur. Son téléphone, qu'elle ne quittait jamais, protégé par un code dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant. Le plus révélateur était sa nouvelle critique des tendances violentes de Mitchell, la force même qui avait protégé leur famille et bâti leur fortune. « Tu fais peur aux gens, Mitchell » avait-elle dit lors de leur dernière vraie conversation. Tyler ne devrait pas grandir en pensant que c'était normal. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que la peur était synonyme de respect. C'était une protection. C'était le seul langage que les prédateurs comprenaient. La mère de Mitchell, Marjorie Ross, vivait à 20 km de la ville, sur un terrain de 4 hectares que Mitchell lui avait acheté après la mort de son père. À 72 ans, elle était toujours aussi affûtée et 2 fois plus tranchante quand il le fallait. Elle avait surveillé Tyler pendant la semaine pendant que Mitchell s'occupait d'un important projet à Denver. Du moins, c'est ce que pensait Vera. La véritable raison de son voyage était une réunion avec W.D. Warner, un détective privé spécialisé dans les affaires matrimoniales. Wade était cher, discret et minutieux. Son rapport, remis le matin même dans une enveloppe en papier craft, contenait des photos, des relevés bancaires et une chronologie qui dressait le tableau d'une trahison s'étalant sur 8 mois. Vera n'avait pas seulement une liaison. Elle se préparait systématiquement à le détruire. L'homme sur les photos était Christopher Warren, un promoteur immobilier du comté voisin. D'une beauté raffinée qui contrastait fortement avec les traits bruts de Mitchell, Christopher venait d'une famille aisée et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Sa famille possédait des centres commerciaux et des immeubles de bureaux. Le genre de propriété que les entreprises de Mitchell avaient construite, mais qu'elle n'avait jamais pu se permettre d'acquérir. Mais ce qui glaçait Mitchell, ce n'étaient pas les photos intimes de Vera et Christopher dans des chambres d'hôtel. Ce sont les documents prouvant que Vera avait fourni à Christopher des informations sur les activités commerciales de Mitchell, ses appels d'offres à venir et ses relations clients. Christopher avait utilisé ces renseignements pour faire des offres inférieures à celles de Mitchell sur 3 projets majeurs, lui coûtant près de 2 millions de dollars de perte de revenus. La trahison était totale, personnelle, financière et stratégique. Alors que Mitchell garait son camion et se dirigeait vers la maison de sa mère, il aperçut Tyler par la fenêtre du salon en train de jouer à des jeux vidéo sur le canapé. Son fils, grand pour 11 ans, avec les cheveux noirs de Mitchell et les yeux verts de Vera, était la seule chose pure de sa vie. Tyler ignorait que son monde était sur le point de s'écrouler ni que sa mère avait prévu de le priver de tout ce qu'il avait connu. Les documents de garde, pesés et découverts, révélaient la véritable intention de Vera, la garde exclusive. Visite surveillée uniquement, et une affirmation selon laquelle les antécédents de violence et le comportement imprévisible de Mitchell le rendaient inapte à tout contact parental sans surveillance. Elle voulait lui enlever son fils et le dépeindre comme un monstre. Christopher Warren voulait détruire son empire commercial. Aucun des deux ne comprenait à qui ils avaient affaire.
Mitchell avait appris dès son service militaire que les batailles les plus décisives étaient gagnées avant que l'ennemi ne réalise qu'il était en guerre. Il avait passé les 3 dernières semaines non seulement à recueillir des renseignements, mais aussi à préparer le champ de bataille. Alors qu'il s'approchait de la poignée de porte, le téléphone de Mitchell vibra, accompagné d'un SMS d'un numéro inconnu. « Votre femme est très talentueuse. Dommage que vous ne puissiez plus jamais apprécier ses talents. » Voyez-vous, Mitchell a lu le message 2 fois, puis l'a supprimé. Christopher Warren venait de commettre sa première erreur tactique, révélant qu'il savait que Mitchell enquêtait. Cela indiquait à Mitchell que Vera ou Christopher avaient découvert la surveillance de Wade, ce qui signifiait qu'il devenait négligent. L'insouciance était une chose dont Mitchell n'avait jamais souffert. Il ouvrit la porte et trouva sa mère dans la cuisine, Flower époussetant son tablier tout en préparant les biscuits préférés de Tyler. La normalité de la scène, l'odeur de vanille, le rire de Tyler provenant du salon, le doux bourdonnement de la vieille radio de sa mère contrastaient fortement avec la tempête qui montait dans l'esprit de Mitchell. « Tu es en avance » dit Marjorie sans lever les yeux de son saladier. « Je croyais que tu ne viendrais pas avant dimanche. » Les plans ont changé, Mitchell l'embrassa sur la joue, remarquant son léger raidissement. Sa mère avait toujours su lire en lui comme dans un plan. De la même manière. Ce n'était pas un crime aléatoire. Et vous soupçonnez que Mitchell Ross était impliqué. Je soupçonne que Mitchell Ross a planifié et exécuté une opération de style militaire contre les personnes qui ont menacé ses intérêts familiaux ou commerciaux. Mais je ne peux pas le prouver. Après avoir terminé l'appel, l'agent de Léo a compris qu'il n'enquêtait pas seulement sur le détournement. Ils examinaient les mouvements d'ouverture dans ce qui semblait être une campagne de vengeance soigneusement orchestrée. Nous devons faire venir Vera Ross pour leur interrogatoire, a-t-elle déclaré à son partenaire. Avant que tout ce que Mitchell Ross ait prévu, ne se concrétise. Mais quand ils ont appelé le numéro du domicile de Vera, il n'y avait pas de réponse. Quand ils ont conduit chez elle, ils l'ont trouvée vide. Selon les voisins, elle était partie ce matin-là avec plusieurs valises et n'était pas revenue. Vera Ross courait. Pendant ce temps, dans une suite hôtelière de luxe à 50 000, Vera découvrait que courir de Mitchell Ross, c'était comme essayer de dépasser sa propre ombre. Ses cartes de crédit avaient été annulées. Ses comptes bancaires ont été gelés en attendant l'enquête fédérale. Son père a refusé de prendre ses appels après avoir appris les accusations de détournement de fonds. Même sa sœur en Californie avait raccroché lorsque Vera a essayé d'expliquer sa situation. Elle était piégée dans une chambre d'hôtel, elle ne pouvait pas se permettre sans argent, pas d'alliés et la réalisation croissante que Mitchell avait prévu chaque mouvement qu'elle pourrait faire. Son téléphone a sonné. Le téléphone portable prépayé qu'elle a acheté ce matin-là avec ses derniers $100 en espèces. Bonjour. Fuisée ne vous sauvera pas. La voix de Mitchell était calme, conversationnelle, presque amicale. Comment avez-vous obtenu ce numéro? De la même manière que j'ai tout le reste, Vera. En étant plus minutieux que vous désespérez. Mitchell, s'il vous plaît. Nous pouvons résoudre ce problème. Je vais vous donner le divorce. Je ne me battrai pas pour la garde. Vous ne comprenez toujours pas ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Il ne s'agissait jamais du divorce ou de la garde. Il s'agit du fait que vous avez trahi la seule personne qui vous a vraiment protégé et que vous avez utilisé notre fils comme effet de levier dans votre trahison. Vera sentit des larmes commençant à couler. Je n'ai jamais voulu que Tyler soit blessé, mais vous l'avez blessé. Vous aviez prévu de l'éloigner de son père, d'empoisonner sa relation avec moi à travers des mensonges et de fausses allégations. Vous étiez prêt à détruire son enfance pour couvrir vos crimes. J'ai fait des erreurs. Vous avez fait des choix. Et les choix ont des conséquences. Que voulez-vous de moi? Il y a eu une longue pause avant que Mitchell ne réponde. Je veux que vous compreniez ce que cela fait de perdre tout ce que vous appréciez. Votre mariage, votre argent, votre liberté, votre réputation, votre relation avec Tyler. Tout cela a disparu parce que vous ne pouviez pas résister à la tentation de trahir l'homme qui vous a tout donné. Le FBI enquête sur la fondation. Si je suis condamné, vous risquerez 5 à 10 ans de prison fédérale. À moins, bien sûr, que vous coopérez à leur enquête. Coopérer comment? L'empire immobilier de Christopher Warren est construit sur le blanchiment d'argent et la fraude. Le FBI serait très intéressé par des informations détaillées sur ses pratiques commerciales, ses comptes offshore et les activités criminelles de sa famille. Vera sentit un froid couler sur sa colonne vertébrale.
Tu veux que je trahisse Christopher de la même manière que je t'ai trahi? Je veux que vous choisissiez entre vous sauver et protéger l'homme qui vous a aidé à détruire notre famille. C'est approprié, tu ne penses pas? Et si je refuse, alors vous découvrirez que la prison fédérale est un endroit impitoyable pour quelqu'un avec vos antécédents et votre statut social. La ligne est devenue morte, laissant Vera seule avec le choix que Mitchell avait construit pour elle. Traffer Christopher Warren pour se sauver ou faire face aux conséquences complètes de ses actions seules. Quoi qu'il en soit, Mitchell Ross aurait sa justice. Chapitre 8, le gambit final. 3 jours plus tard, Vera Ross était assise dans la salle d'interrogatoire du FBI. Ses vêtements de créateur froissés de dormir dans des chaises d'hôtel et son maquillage parfait remplacé par l'épuisement Holloway de quelqu'un qui avait finalement réalisé la profondeur de leur situation. De l'autre côté de la table en métal, l'agent Liz DeLeo a étudié la femme qui avait autrefois été l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de la région. Madame Ross, vous êtes confrontée à des accusations fédérales pour détournement de fonds de bienfaisance. Les preuves contre vous sont écrasantes. Cependant, nous sommes prêts à discuter d'un accord de plaidoyer si vous pouvez fournir des informations sur d'autres activités criminelles. Quel type d'informations? L'agent Kinbush se pencha en avant. Nous enquêtons sur les opérations commerciales de Christopher Warren depuis 2 ans. Irrégularités financières, blanchiment d'argent présumé, évasion fiscale. Vous êtes en couple avec Monsieur Warren depuis 8 mois. Vous auriez eu accès à des informations sur ses pratiques commerciales. Vera a compris que c'était le choix que Mitchell avait orchestré. Trahir Christopher ou faire face à tout le poids des poursuites fédérales. Mais elle a aussi réalisé autre chose. Mitchell lui avait donné un moyen de survivre si elle était disposée à le prendre. La famille de Christopher l'air grâce à leurs développements immobiliers, a-t-elle dit tranquillement. J'ai vu les livres. Ils utilisent des sociétés Shell pour déplacer l'argent de la drogue et les investissements offshore grâce à des transactions immobilières légitimes. Pendant les 4 prochaines heures, Vera a fourni des informations détaillées sur l'empire criminel de Christopher Warren, les numéros de compte bancaires, les noms des sociétés d'obus, les emplacements des actifs cachés et l'identité des associés familiaux Warren impliqués dans les opérations de blanchiment d'argent. Au moment où l'entretien s'est terminé, le FBI avait suffisamment de preuves pour démanteler une organisation criminelle de plusieurs millions de dollars. Madame Brott. En échange de votre coopération, nous sommes prêts à recommander la probation et le service communautaire au lieu de la peine de prison pour les accusations de détournement de fonds. Et Christopher? Savez-vous que j'ai fourni ces informations? L'expression de l'agent DeLeo était soigneusement neutre. Les enquêtes fédérales sur cette portée nécessitent une surveillance approfondie et une analyse financière. Il n'y a aucune raison pour que M. Warren soupçonne que les informations proviennent spécifiquement. Mais Vera soupçonnait que Mitchell s'assurerait que Christopher savait exactement qui l'avait trahi. Alors que les agents fédéraux se préparaient à arrêter Christopher Warren et ses associés, Mitchell Ross exécutait la phase finale de son plan de son bureau surplombant la ville. Wade Warner s'est assis en face de lui en examinant les rapports de surveillance et les renseignements se sont réunis au cours du mois précédent. Warren a été arrêté, a rapporté Wade. Frais fédéraux pour le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le racket. Il regarde 20 à 30 ans. Et Vera, service de probation et de communauté. Elle témoignera contre Warren en échange de clémence. Mitchell hocha la tête avec satisfaction. Qu'en est-il de l'empire commercial de Warren? S'effondrer. Fédéral Asset Forfait saisira la plupart de leurs propriétés. Les entreprises légitimes de la famille sont en faillite dans les 90 jours sans les sources de revenus illégales. Et la propriété Riverside. Le projet de développement de Warren est mort. Les investisseurs se retirent. La ville examine tous les permis et les valeurs des propriétés dans ce domaine sont sur le point de cratère. Wade sourit cynisme. Vous pourrez acheter les propriétés adjacentes pour une fraction de leur valeur précédente. Mitchell avait transformé la trahison de son ennemi en une opportunité commerciale massive tout en détruisant simultanément leur capacité à le menacer à nouveau. C'était, reflétait Wade, un chef-d'œuvre de la pensée stratégique. Il y a encore une chose, a déclaré Wade. Tyler a posé des questions sur les raisons pour lesquelles sa mère ne rentre pas à la maison. L'expression de Mitchell s'adoucit légèrement. La seule fissure dans son armure de vengeance contrôlée. Quel genre de questions? Questions intelligentes. Il sait que quelque chose d'important a changé, et il essaie de comprendre ce que cela signifie pour sa relation avec les 2 parents. Organiser une réunion quelque part neutre,
quelque part il se sent en sécurité. Il est temps que Tyler ait appris la vérité sur ce que sa mère a fait. La réunion a eu lieu le samedi suivant au City Park où Mitchell et Tyler avaient passé d'innombrables après-midi à jouer des fusées modèles et de construction. Tyler avait maintenant 12 ans, grand pour son âge avec les yeux gris stables de son père et l'intelligence rapide de sa mère. Ils se sont assis sur un banc surplombant le lac où les canards pagaillaient paisiblement sous le soleil de l'après-midi. Une scène de tranquillité domestique qui a masqué la conversation de vie sur le point de se dérouler. « Papa, maman rentre-t-elle à la maison ?» Mitchell avait répété cette conversation des dizaines de fois, essayant de trouver des mots qui transmettraient la vérité sans détruire la capacité de son fils à faire confiance et à aimer. « Tyler, il y a des choses sur votre mère que vous devez comprendre. » Pendant l'heure suivante, Mitchell a expliqué la trahison de Vera en termes d'un enfant de 12 ans pourrait comprendre. L'affaire, l'argent volé, le plan pour éloigner Tyler de son père à travers des mensonges et de fausses accusations. Il a montré à Tyler certaines des preuves, non pas pour le blesser, mais pour l'aider à comprendre que c'était réel et sérieux. Tyler a écouté avec une attention concentrée qu'il a apportée à des problèmes complexes, posant des questions réfléchies et traitant des informations avec une maturité qui a brisé le cœur de Mitchell. Alors, maman a choisi un autre homme plutôt que notre famille. Oui. Et elle a volé de l'argent aux enfants malades. Oui. Et elle allait mentir sur vous au tribunal pour qu'elle puisse m'emmener loin de vous? Oui. Tyler était silencieux pendant longtemps, en regardant les canards et en réfléchissant à tout ce que son père lui avait dit. Quand il a finalement parlé, sa voix était stable mais triste. Je l'aime toujours, papa, mais je n'aime pas ce qu'elle a fait. C'est exactement ce que vous devriez ressentir. Aimer quelqu'un ne signifie pas accepter ses mauvais choix. Et être déçu des actions de quelqu'un ne signifie pas que vous cessez de vous soucier de lui. Serais-je toujours en mesure de l'avoir si vous le souhaitez? Oui. Mais ce sera différent maintenant. Elle devra gagner votre confiance, et cela pourrait prendre beaucoup de temps. Tyler hocha la tête solennellement. Papa, ça va aller? Vous semblez différent ces derniers temps. Mitchell a rapproché son fils, ressentant le poids de tout ce qu'il avait fait pour protéger cette relation. J'ai dû faire des choix difficiles pour assurer la sécurité de notre famille. Parfois, être un père signifie faire des choses difficiles ou douloureuses parce qu'elles sont nécessaires. Avez-vous blessé l'homme que maman était? Mitchell envisageait de mentir, mais il se promettait qu'il ne mentirait jamais à Tyler. Oui. Il essayait de détruire notre famille et de vous éloigner de moi. Je l'ai arrêté. Bon, a déclaré Tyler avec une fermeté surprenante. Personne ne devrait être autorisé à briser les familles. Alors qu'ils rentraient chez eux, Mitchell s'est rendu compte que Tyler avait hérité non seulement de son intelligence et de sa détermination, mais aussi de sa compréhension que certaines batailles valaient la peine d'être combattues quel que soit le coût. Ce soir-là, Mitchell a reçu un SMS de Vera. Je sais ce que tu as fait. Je sais comment vous avez tout orchestré, mais je sais aussi pourquoi vous l'avez fait. Merci de m'avoir donné une chance de me sauver. Je ne le gaspillerai pas. Un deuxième message a suivi. Dis à Tyler que je l'aime et je suis désolé. Je vais passer le reste de ma vie à essayer de gagner son pardon. Mitchell a supprimé les deux messages sans répondre. La justice avait été rendue. Sa famille était protégée. Et ses ennemis avaient été détruits par leurs propres choix et actions. Mais alors qu'il glissait Tyler dans un lit cette nuit-là, Mitchell a compris que la victoire avait coûté un coût qu'il commençait à calculer. Chapitre 9, Empire End. 6 mois plus tard, Mitchell Ross se tenait sur le pont d'observation de son nouvel immeuble de bureau, regardant une ville qui portait les cicatrices et les récompenses de son démantèlement systématique de l'empire de Christopher Warren. Le projet de développement de Riverside s'est effondré, emmenant les investissements familiaux Warren avec lui, et Mitchell avait acquis les propriétés adjacentes pour sa propre expansion à une fraction de leur valeur ancienne. La justice, a-t-il dit, pourrait être rentable lorsqu'elle est correctement exécutée. Tyler, maintenant âgé de 13 ans et montrant des signes d'héritage de l'esprit stratégique de son père, l'a rejoint à la fenêtre. Le garçon était devenu plus grand au cours des derniers mois, et ses questions étaient devenues plus sophistiquées lorsqu'il a traité les changements dramatiques dans leur structure familiale. Papa, l'officier de libération conditionnelle de maman a appelé. Elle veut organiser une visite supervisée la semaine prochaine. Vera avait purgé 4 mois de prison fédérale de sécurité minimale avant d'être libérée pour compléter sa peine par le service communautaire et la probation. Elle travaillait dans un refuge pour femmes,
vivant dans un appartement modeste et reconstruisant lentement une vie qui ne ressemblait pas au luxe qu'elle avait connu autrefois. Que pensez-vous de la voir? Tyler a examiné la question de la réflexion qui était devenue sa marque. Je pense que je suis prêt, mais je veux que tu sois là aussi. Mitchell hocha la tête. Malgré tout ce que Vera avait fait, vous n'empoisonneriez pas la relation de Tyler avec sa mère. Ce choix appartenait à Tyler seul. Il y a autre chose, a continué Tyler. J'ai pensé à ce qui s'est passé avec maman et monsieur Warren, et j'ai des questions sur ce que vous avez fait pour les arrêter. Mitchell s'attendait à cette conversation. Tyler était trop intelligent pour accepter indéfiniment des explications simples, et il méritait de comprendre toute la portée de ce qui s'était passé. Que voulez-vous savoir? Avez-vous tué ces hommes sur le chantier de construction? La question était suspendue entre eux comme un défi. Mitchell avait promis de ne jamais mentir à son fils, mais il a également compris que certaines vérités avaient des conséquences qui ont duré des vies. Oui, Tyler a absorbé ces informations sans choc visible. Étaient-ils de mauvais hommes? Ils ont été des tueurs embauchés qui ont menacé notre famille. Ils ont choisi la violence et j'ai répondu avec une violence supérieure. Le regrettez-vous? Mitchell le considérait soigneusement. Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette que les choix de votre mère m'ont forcé à devenir quelqu'un que j'espérais ne plus jamais être, mais je ne regrette pas de vous protéger et de préserver notre famille. Tyler acquiesça lentement. Maman a fait des choix qui blessent les gens. Vous avez fait des choix qui ont protégé les gens. Je comprends la différence. La conversation a été interrompue par le téléphone de Mitchell. WD Warner appelait avec une mise à jour sur les éléments finaux de leur campagne complète. Christopher Warren a été condamné ce matin, a rapporté Wade. 25 ans de prison fédérale, aucune possibilité de libération conditionnelle pendant 12 ans et les intérêts commerciaux de sa famille complètement démantelés. La Fed a saisi tout ce qui est lié à l'opération de blanchiment d'argent. Les entreprises légitimes ne pourraient pas survivre sans les sources de revenus illégales. Le nom de guerre est terminé dans cette région. Mitchell a ressenti un sentiment d'achèvement. Christopher Warren passerait les meilleures années de sa vie dans la prison fédérale. L'empire de sa famille a détruit, sa réputation en ruine. Il émergerait comme un vieil homme sans rien. S'il émergeait du tout, il y a encore une chose, a continué Wade. Warren a essayé de conclure un accord avec les procureurs fédéraux. Il offre des informations sur d'autres organisations criminelles en échange d'une peine réduite. Laissez-le essayer. Il n'a plus rien à échanger, sauf des informations sans valeur sur les activités qui font déjà l'objet d'une enquête. Mitchell a mis fin à l'appel et a remis son attention à Tyler, qui étudiait les toits de la ville avec la même intensité analytique que son père a apporté à des problèmes complexes. Papa, que se passe-t-il ensuite? Pour nous, je veux dire, nous construisons quelque chose de mieux que ce que nous avions auparavant. Nous créons une vie basée sur la vérité au lieu de mensonges, la force plutôt que la faiblesse, la loyauté au lieu de la trahison, et si quelqu'un essaie de menacer à nouveau notre famille, Mitchell sourit sinistrement. Ils ne le feront pas. Le mot a contourné ce qui arrive aux gens qui traversent la famille Ross. Nous avons établi une réputation qui nous protégera pour les années à venir. Tyler hocha la tête avec satisfaction. À 13 ans, il a déjà compris que le respect était gagné par la force et que la protection a nécessité la volonté de se battre pour ce qui comptait. Ce soir-là, alors que Mitchell a examiné les rapports d'affaires dans son bureau à domicile, il a réfléchi à la transformation qui s'était produite au cours de la dernière année. Son mariage était terminé, mais sa relation avec Tyler était plus forte que jamais. Son empire commercial s'était considérablement développé grâce à l'acquisition de Warren Property. Sa réputation était passée du simple succès à véritablement craint. Plus important encore, il a démontré que la trahison était venue avec des conséquences qui s'étendaient bien au-delà des auteurs immédiats. Le téléphone a sonné. Il y a un numéro. Mitchell, je sais que tu ne veux probablement pas entendre de moi, mais je voulais te remercier pourquoi? Pour m'avoir donné une chance de survivre à mes propres erreurs. Pour ne pas me détruire complètement quand tu aurais pu. Pour protéger Tyler, même si cela signifiait aussi protéger une partie de moi. Mitchell n'a rien dit, attendant qu'elle continue. Je comprends maintenant ce que j'ai jeté. Je comprends le genre d'homme que vous êtes et le genre de femme que je n'ai pas réussi à être. Je ne peux pas annuler les dégâts que j'ai causés, mais je veux que vous sachiez que je passerai le reste de ma vie à essayer de gagner le pardon de Tyler, de vous, des familles que j'ai blessées en volant de la fondation. Vera, je ne demande rien.
Je voulais juste que vous sachiez que je comprends enfin la différence entre un homme qui construit des choses et un homme qui les détruit. Christopher était un destroyer. Vous êtes un constructeur. J'étais trop stupide pour apprécier ce que j'avais. Elle a raccroché avant que Mitchell puisse répondre. Plus tard dans la soirée, alors que Mitchell vérifiait Tyler avant d'aller se coucher, il a trouvé son fils en train de lire un livre sur la stratégie militaire. Un autre signe que le garçon développait les outils intellectuels nécessaires pour naviguer dans un monde dangereux. Bon livre, Saint-Su. Connaissez votre ennemi et connaissez-vous. Et vous ne serez jamais vaincu dans 100 batailles. Bon conseil. Mais rappelez-vous, les meilleures batailles sont celles que vous n'avez jamais à combattre parce que vos ennemis savent mieux que de vous défier. Tyler leva les yeux de son livre. Est-ce pour cela que personne ne nous dérange plus? Parce qu'ils ont peur de ce que vous pourriez faire. En partie, mais surtout parce qu'ils comprennent qu'attaquer notre famille signifie faire face à des conséquences, ils ne peuvent pas survivre. Bon. Tyler a dit avec la finalité, j'aime quand les gens nous laissent tranquilles. Alors que Mitchell éteignait les lumières et fermait la porte de Tyler, il a compris qu'il avait accompli quelque chose de plus précieux que la vengeance ou la justice. Il avait créé un héritage de force qui protégerait son fils longtemps après son départ. Le lendemain matin, a annoncé que Christopher Warren avait été retrouvé mort dans sa cellule de prison, un suicide apparent par suspension. Les enquêteurs fédéraux ont conclu que Warren n'avait pas pu faire face à la perte de son empire et à la perspective de passer sa vie en prison. Mitchell n'a ressenti aucune satisfaction à la mort de Warren, seulement un sentiment d'achèvement. Son ennemi avait été détruit non pas par la violence, mais par les conséquences logiques de ses propres choix et actions. Lors des funérailles de Warren, une affaire peu fréquentée qui a attiré davantage de responsables de l'application des lois que de personnes en deuil. Vera est apparue pour la première fois depuis sa libération de prison. Elle avait l'air plus âgée, portée par l'expérience. Mais il y avait quelque chose de différent dans son roulement, quelque chose de plus difficile et plus honnête que la façade polie, elle avait autrefois porté. Elle a approché Mitchell après le service. Tyler se tenant à côté de son père comme un jeune soldat. Les parents de Christopher vous blâment pour sa mort, a-t-elle dit tranquillement. Ils ont droit à leur opinion. Ils parlent de vengeance, de vous faire payer pour détruire leur fils. L'expression de Mitchell n'a pas changé, mais Tyler s'est légèrement rapproché de son père. Un geste qui en dit long sur la compréhension des menaces et de la protection par le garçon. Laissez-les parler, dit calmement Mitchell. La conversation est tout ce qu'ils ont. Vera hocha la tête, comprenant que la famille Warren avait appris la même leçon qu'elle avait apprise. Mitchell Ross n'était pas un homme qui pouvait être menacé ou intimidé. Il était une force de la nature qui a répondu à l'agression par des représailles écrasantes. Tyler, dit-elle, se tournant vers son fils. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais essayer de reconstruire notre relation si vous le souhaitez. Tyler a étudié sa mère depuis longtemps, pesant ses paroles contre ses actions passées. Je suis prêt à essayer, mais les choses seront différentes maintenant. Je sais que je gagnerai votre confiance, ou je ne le ferai jamais. La prison et les conséquences ont un moyen de clarifier ce qui compte. Pensez-vous qu'elle tiendra ses promesses cette fois? Mitchell a regardé Vera disparaître dans la foule de personnes en deuil. Je pense qu'elle comprend que briser une autre promesse serait la dernière erreur qu'elle ferait jamais. Tyler hocha la tête solennellement. À 13 ans, il a déjà compris que certaines leçons ne pouvaient être apprises qu'une seule fois. L'empire familial Ross a continué de se développer au cours des années suivantes. Construit sur une base de force, de loyauté et d'une certaine connaissance que la trahison a conduit des conséquences qui s'étendaient bien au-delà des auteurs immédiats. Mitchell ne s'est jamais remarié, concentrant son énergie sur l'élevage de Tyler et la construction d'un héritage qui perdurerait. Tyler est devenu un jeune homme qui a combiné l'esprit stratégique de son père avec une profonde compréhension de la justice et de la protection. Et dans toute la région, le nom Ross est devenu synonyme d'une vérité simple mais puissante. Certains hommes pourraient être contestés, négociés avec ou intimidés. Mitchell Ross n'en faisait pas partie. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Que tes projets de mariage changent. Mitchell s'arrêta en plein milieu d'un pas. Qu'est-ce que tu en sais? Marjorie posa sa cuillère et se tourna vers lui. Ses yeux gris, de la même teinte que ceux de Mitchell, étaient un mélange de compassion et d'inflexibilité. Je sais que ta femme a appelé hier pour poser d'étranges questions sur le dossier scolaire et les antécédents médicaux de Tyler. Je sais qu'elle conduisait une voiture différente cette semaine,
car je l'ai vu garé au Marriott du centre-ville. Et je connais ce regard dans tes yeux, fiston. C'est le même regard que ton père avait quand il a découvert que son associé le volait. Qu'a-t-il fait? Un petit sourire se dessina au coin des lèvres de Marjorie. Il l'a complètement ruiné. Il s'est assuré que tout le monde en ville sache exactement quel genre d'homme il était. Ton père ne croyait jamais aux demi-mesures en matière de trahison. Mitchell hocha lentement la tête. La pomme, comme on dit, n'est jamais tombée loin de l'arbre. Que c'est Tyler? Rien encore. Mais il n'est pas stupide. Mitchell. Il se demande pourquoi sa mère n'appelle pas aussi souvent, pourquoi tu travailles si tard, pourquoi tout le monde semble tout le temps en colère. Du salon parvint le bruit de la fin de la partie de Tyler, suivi de sa voix qui criait « Papa, c'est toi ». Mitchell redressa les épaules et entra dans le salon, le visage de son fils s'illuminant à sa vue. Tyler bondit du canapé et enlaça la taille de Mitchell dans ses bras, une étreinte féroce. « Tu m'as manqué, papa. Maman m'a dit, tu travailles sur quelque chose de vraiment important. Moi, mon pote. La chose la plus importante sur laquelle j'ai jamais travaillé. » Alors que Mitchell tenait son fils dans ses bras, il sentit le dernier morceau de son ancienne vie lui échapper. L'homme qui avait tenté de sauver son mariage, qui avait espéré une réconciliation, qui avait cru aux secondes chances. Cet homme est mort dans le salon de sa mère, tandis que son fils le serrait dans ses bras et que la trahison de sa femme lui brûlait les poches. Il en est ressorti quelqu'un de bien plus dangereux. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à protéger. Chapitre 2. L'architecte de la ruine. L'hôtel Marriott de la 5e rue avait toujours été le lieu de prédilection de Christopher Warren pour ses affaires, qu'elles soient légitimes ou non. Son parking discret, ses suites insonorisées et sa direction qui comprenait la valeur de la cécité sélective en faisaient le lieu idéal pour les réunions exigeant de l'intimité. Christopher Warren avait 35 ans, une beauté due à une bonne génétique et à de meilleurs entraîneurs personnels, et profondément convaincu de sa propre supériorité. Il avait hérité de l'empire immobilier de son père, l'avait développé grâce à des risques calculés et il considérait le monde comme un échiquier où des gens comme Mitchell Ross étaient des pions à sacrifier. Vera Ross était censée être sa reine. « Tu es paranoïaque », dit Vera en arpentant nu le sol en marbre des suites de l'hôtel. Même en colère, elle était magnifique, tout en courbe et en feu, avec ses cheveux auburn qui capturaient la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres. Mitchell ne se doute de rien. Il est trop occupé à jouer avec ses camions et ses tas de terre pour remarquer ce qui se passe chez lui. Christopher ajusta sa cravate en soie et vérifia sa Rolex. Une habitude qui trahissait sa nervosité malgré ses paroles assurées. Votre mari a envoyé un détective privé nous suivre. Vera Wade Warner, je le sais parce que je l'ai moi-même utilisé. Impossible. Mitchell m'aurait déjà confronté s'il l'avait su. Il n'est pas subtil sur ces sujets. C'est là que Vera avait tort. Et Christopher commençait à le comprendre. Il avait passé des mois à étudier Mitchell Ross, à se renseigner sur ses pratiques commerciales, sa réputation, ses méthodes. Ce qu'il avait d'abord pris pour de la simple brutalité était en réalité une guerre psychologique sophistiquée. Mitchell il n'a fait que détruire ses ennemis, il les a obligés à se détruire eux-mêmes. Parlez-moi de la cicatrice, dit soudain Christopher. Vera s'arrêta de faire les 100 pas, quelle cicatrice? Celle sur son visage. Comment l'a-t-il eue? Pourquoi est-ce important maintenant? Parce que j'ai besoin de comprendre à quoi nous avons affaire. Vous êtes marié avec lui depuis 13 ans. Vous devez savoir que Vera s'est affalée dans le fauteuil en cuir, paraissant soudain plus âgée que ses 34 ans. Il y a 5 ans, un entrepreneur nommé Dal McBride a tenté de saboter l'un des projets de Mitchell. Il a desserré des boulons sur un échafaudage, ce qui aurait pu tuer quelqu'un. Mitchell l'a découvert et l'a confronté sur un chantier en dehors des heures de travail, et Dal l'a attaqué avec un pied de biche. Il a frappé Mitchell au visage avant qu'il ne puisse réagir. La voix de Vera s'est tue, mais Mitchell ne s'est pas laissé abattre. Il a pris le pied de biche et a battu Dal si violemment que l'homme a passé des mois à l'hôpital. Puis, pendant que Dal se rétablissait, Mitchell a systématiquement détruit son entreprise. Il a réclamé des faveurs, a fait connaître les violations de sécurité de Dal, s'est assuré qu'il ne. Il travaillait à nouveau dans le bâtiment. Seigneur. Le pire, c'est que Mitchell rendait visite à Dal à l'hôpital tous les jours, lui apportait des fleurs, lui demandait des nouvelles de sa famille et payait même une partie de ses frais médicaux. Dal pensait que Mitchell faisait preuve de clémence. Vera rit amèrement.
Il avait tort. Mitchell s'assurait que Dal comprenne exactement qui était responsable de sa destruction. La gentillesse est une torture. Christopher sentit un frisson lui parcourir le dos. Il avait bâti sa stratégie sur l'hypothèse que Mitchell était un homme simple qui résolvait les problèmes par la violence directe. C'était quelque chose de bien plus sophistiqué. Peut-être devrions-nous ralentir, dit-il. Attends que ton divorce soit prononcé, toi aussi. Non. La voix de Vera devint sèche. Je ne vais pas passer une journée de plus dans cette maison à me faire passer pour l'épouse reconnaissante d'un voyou ouvrier. J'ai déjà déposé les papiers. Mon avocat dit qu'avec les preuves que nous avons rassemblées sur ces tendances violentes, j'obtiendrai la garde exclusive et un accord important. Christopher hocha la tête, même si sa confiance vacillait. Et les renseignements commerciaux que vous avez collectés? Peut-être devrions-nous arrêter de les utiliser. Sérieux? Ces informations vous ont permis de voler 3 enfants. Des contrats importants. On lui a coûté des millions. Plus de retour en arrière possible, Christopher. Elle avait raison. Et ça le terrifiait. Ils avaient franchi une ligne que des hommes comme Mitchell Ross ne pardonnaient jamais. Christopher avait bâti sa carrière sur la compréhension du risque et chaque instinct qu'il avait développé lui disait qu'ils étaient en danger de mort. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS. Numéro inconnu. Votre petit ami a excellent goût en matière d'hôtel. La chambre 1247 offre une vue magnifique. Le sang de Monsieur Christopher se glaça. Mitchell Ross savait exactement où ils étaient et il s'assura qu'ils le sachent. Il faut qu'on parte, dit-il en attrapant sa veste. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Christopher lui montra le message. Vera le lut 2 fois, le visage blême. C'est bien, dit-elle. Enfin. Bien. Il sait où nous sommes. Ça veut dire qu'il perd le contrôle. La force de Mitchell a toujours été sa patience. Il planifie tout. Il anticipe 3 coups d'avance. Ce message est émotionnel, impulsif. Ça veut dire qu'on va l'atteindre. Christopher n'était pas convaincu, mais Vera rassemblait déjà ses vêtements. Elle s'habilla, elle exposa leur stratégie avec la froideur calculatrice qu'il avait initialement attirée vers elle. Les papiers du divorce sont déposés. Mon avocat a des preuves documentées de ses menaces, de ses antécédents de violence, de son comportement instable. Ce message est vraiment utile à notre dossier. Il montre qu'il nous traque. Et s'il ne respectait pas les règles? Il marque un silence au milieu du boutonnage de son chemisier. Ensuite, nous nous assurons que tout le monde sache quel genre de monstre il est vraiment. Mon père a des relations dans les forces de l'ordre, les médias, le monde des affaires. Nous détruisons d'abord sa réputation, puis son entreprise, puis sa liberté. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Christopher ressentit un instant de véritable peur pour la première fois depuis des années. Il avait construit sa vie sur la conviction que l'argent et les relations pouvaient résoudre tous les problèmes. Mais Mitchell Ross n'était pas un problème. C'était une force de la nature. La descente en ascenseur se fit silencieuse. Tous deux perdus dans leurs pensées. Ce n'est qu'en arrivant au parking que Christopher réalisa qu'il fonçait droit dans un piège. Le parking était trop silencieux. Leur voiture, la BMW de Christopher et la nouvelle Mercedes de Vera, étaient garées côte à côte. Dans la pénombre, quelque chose clochait. L'instinct de Christopher, aiguisé par des années de contrats à enjeux élevés, criait au danger. « Attends » dit-il en saisissant le bras de Vera. C'est alors qu'ils le virent. Mitchell Ross surgit de derrière un pilier de béton, avançant avec l'assurance désinvolte d'un homme qui maîtrise son environnement. Il portait ses vêtements de travail habituels, un jean, des bottes et une chemise en flanelle. Mais son allure n'avait rien de désinvolte. C'était un prédateur dans son élément. En allant quelque part, la voix de Mitchell était conversationnelle, presque amicale. La main de Christopher se dirigea vers son téléphone, mais Mitchell secoua la tête. « Je ne le ferai pas. De toute façon, il n'y a pas de réseau ici. » Je l'ai temporairement interrompu pour notre conversation. « Mitchell, s'il te plaît, » commença Vera, mais son mari la coupa d'un regard. « 13 ans, dit Mitchell, ses yeux gris fixés sur Christopher. 13 ans où j'ai subvenu à ses besoins, je l'ai protégée, j'ai construit une vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Et voilà comment elle me remercie en fournissant des informations à un parasite qui n'a jamais rien construit de sa vie. Tu ne comprends pas,
dit Christopher. Vera et moi comprenons parfaitement. Tu as vu une occasion d'utiliser ma femme pour détruire mon entreprise tout en me volant mon fils. Tu pensais que j'étais trop stupide pour comprendre, trop grossier pour t'en empêcher. Mitchell sourit et Christopher sentit sa vessie se serrer. Tu avais tort sur toute la ligne. Vera s'avança, essayant de se positionner entre les deux hommes. Mitchell, on peut arranger ça. Le mariage est terminé, mais on peut gérer ça poliment pour le bien de Tyler. Tyler, répéta lentement Mitchell. Mon fils, que tu prévoyais de me voler, mon fils, à qui tu as menti sur son père. Mon fils qui va apprendre qui est vraiment sa mère. Tu ne peux rien prouver, dit Vera, mais sa voix manquait de conviction. Mitchell sortit son téléphone et passa un enregistrement. La voix de Vera emplit le garage d'une clarté cristalline. Mitchell commence à soupçonner quelque chose, mais il est trop concentré sur son travail pour creuser. J'ai besoin du cahier des charges pour jeudi afin que Christopher puisse le mettre en concurrence sur le projet Riverside. Vera blêmit. Comment avez-vous fait? Votre voiture est sur écoute depuis 2 mois. Vos téléphones, vos ordinateurs, cette chambre d'hôtel. Je sais tout, Vera. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque plan. La voix de Mitchell ne s'éleva jamais au-delà d'un ton conversationnel, ce qui rendit la chose encore plus terrifiante. Je suis au courant pour les papiers de garde, les allégations de violence conjugale, la diffamation que vous préparez, Christopher retrouva sa voix. Que voulez-vous? La justice, dit simplement Mitchell. Mais on va commencer par les conséquences. C'est là qu'ils ont remarqué l'odeur. De l'essence, faible, mais de plus en plus forte. Qu'avez-vous fait? Chuchota Vera. Mitchell regarda sa montre. Dans une dizaine de minutes, vos 2 voitures vont connaître des pannes de moteur catastrophiques. Rien de dangereux, bien sûr, juste cher. Très cher. Considérez cela comme un acompte. Tu es fou, dit Christopher. Non, je suis méthodique, tout comme je l'étais lorsque j'ai découvert que ton empire immobilier reposait sur des dettes et des effets de levier. Tout comme j'étais méthodique lorsque j'ai appris que Vera volait sa propre fondation caritative pour financer son nouveau style de vie. Vera et Christopher le fixèrent, stupéfaits. Oh oui, je sais ça aussi. 40 000 $ détournés de l'association caritative pour la lutte contre le cancer infantile que ton père aide à gérer. Imagine sa déception d'apprendre que sa fille est une voleuse en plus d'être adultère. Mitchell se retourna et se dirigea vers l'escalier. Ça peut finir de 2 façons, lança-t-il par-dessus son épaule. Tu peux essayer de me combattre et tout perdre, ou tu peux t'enfuir et ne perdre que la plupart de tes biens. Choisis bien. Tandis que ses pas résonnaient dans l'escalier, Christopher et Vera restèrent figés dans le garage, l'odeur d'essence s'intensifiant autour d'eux. Ils commençaient à comprendre qu'ils n'avaient pas séduit et trahi Mitchell Ross. Ils l'avaient réveillé. Chapitre 3. L'orage qui se prépare. Tyler Ross construisait une forteresse en Lego lorsque son monde commença à s'effondrer. Le garçon de 11 ans avait hérité de la nature méthodique de son père et du souci du détail de sa mère, créant des structures élaborées qui rivalisaient avec tout ce qui se trouvait dans les manuels d'instruction. Cette forteresse était son chef-d'œuvre, avec ses remparts, son pont-levis fonctionnel et ses minuscules canons qui tiraient de véritables projectiles en plastique. C'est incroyable, mon pote, dit Mitchell en s'installant par terre à côté de son fils dans le salon de Marjorie. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, créant une scène familiale paisible digne des photos de famille. Parlez-moi des capacités défensives. Les yeux de Tyler s'illuminèrent lorsqu'il commença à expliquer les avantages stratégiques de la forteresse, inconscient que son père cataloguait mentalement chaque détail, non pas de la construction en Lego, mais du caractère de son fils, de son intelligence, de son sens inné de la protection et de la sécurité. Les tours sont positionnées de manière à ce que les défenseurs puissent couvrir la porte principale, expliqua Tyler en positionnant de minuscules soldats en plastique. Et regardez, il y a un tunnel secret qui mène à l'extérieur des murs au cas où les défenseurs auraient besoin de s'échapper ou de lancer une attaque surprise. Mitchell sourit malgré l'obscurité grandissante dans sa poitrine. Son fils était un stratège né, pensant déjà comme quelqu'un qui comprenait qu'il fallait parfois se battre pour protéger l'essentiel. Ta mère a appelé pendant que tu étais au garage, dit Marjorie depuis la porte de la cuisine. Elle veut venir chercher Tyler ce soir plutôt que dimanche. Mitchell serra les mâchoires, mais garda une voix calme. Qu'est-ce que tu lui as dit?
qu'elle devrait en discuter avec toi. Tyler leva les yeux de sa forteresse. La confusion obscurcissait ses jeunes traits. Pourquoi maman change-t-elle le plan? Elle répondit qu'elle devait travailler ce week-end. Parfois, les plans changent, mon pote. Ne t'inquiète pas, mais Tyler était trop intelligent pour être écarté si facilement. Est-ce que toi et maman vous disputez? La question flottait dans l'air comme la fumée d'un incendie encore inconnu. Mitchell s'était promis de ne jamais mentir à son fils. Mais la vérité détruirait l'enfance de Tyler d'une manière irréversible. Ta mère et moi avons des choses à régler, dit prudemment Mitchell. Mais quoi qu'il arrive entre nous, rien ne changera à quel point je t'aime. Rien. Tyler hocha la tête solennellement, puis retourna à sa forteresse. Mais Mitchell remarqua le léger tremblement des mains de son fils tandis qu'il positionnait les défenseurs, et il sentit une vague sombre et primitive monter en lui. Vera ne le trahissait pas seulement. Elle traumatisait leur enfant par son imprudence et son égoïsme. Le téléphone de Mitchell vibra, accompagné d'un message de Christopher Warren. Il faut qu'on se parle ce soir. 20h, chantier de Riverside. Venez seul. Un deuxième message de Vera suivit immédiatement. Mitchell, s'il vous plaît, ne faites rien que nous regretterions tous. Pensez à Tyler. L'ironie de voir Vera lui demander de penser à Tyler alors qu'elle prévoyait de le kidnapper et de détruire sa relation avec son père n'échappa pas à Mitchell. Mais sa prise de contact signifiait que l'incident de l'hôtel les avait tous deux ébranlés. La bonne peur pousse les gens à faire des erreurs. Je dois sortir et passer quelques coups de fil, dit Mitchell à sa mère. Marjorie hocha la tête, son regard expérimenté lisant les nuages d'orage qui s'amoncelaient sur le visage de son fils. Tyler, tu veux m'aider à finir ces cookies? Alors que Tyler suivait avec empressement sa grand-mère dans la cuisine, Mitchell monta sur le porche et composa le numéro de Wade Warner. Ils veulent un rendez-vous. Mitchell répondit à l'enquêteur, où? Mon chantier à Riverside ce soir à 20h. Ce n'est pas une coïncidence. Warren essaie d'obtenir cette propriété depuis des mois. Le développement du centre commercial de son père dépend de l'acquisition de ce terrain. Mitchell sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Qu'est-ce que tu me racontes, Wade? J'ai fouillé de plus près les finances de Warren. Il ne cherche pas seulement à détruire ton entreprise. Il a précisément besoin de cette propriété à Riverside. Sans elle, le projet de développement de sa famille échoue et il perd environ 50 millions d'investissements. Donc, il n'a jamais été question de Vera. Oh, c'est aussi d'elle. Mais Warren joue un jeu à plus long terme. Il a séduit ta femme pour y avoir accès. À vos informations commerciales, vous coûtez de l'argent sur d'autres projets pour affaiblir votre position, et maintenant il force une confrontation sur le seul terrain qui pourrait sauver ou détruire l'empire familial. Mitchell contemplait la propriété de sa mère, observant le soleil commencer sa descente vers l'horizon. Au loin, des nuages d'orage s'accumulaient, métaphore appropriée de ce qui allait arriver. À quel point est-il désespéré? Assez désespéré pour avoir engagé des agents de sécurité privée. 3 hommes avec un passé militaire. Je vous envoie leur dossier maintenant. Le téléphone de Mitchell sonna, rempli de photos et de documents. Marcus Cole, ancien rangé de l'armée. Jason Barr, ancien Navy SEAL. Eugene Field, retraité de la Delta Force. Tous avaient travaillé pour des entreprises militaires privées après leur service. Tous avaient des antécédents douteux. Et tous étaient actuellement à la solde de Christopher Warren. Ils ne sont pas que des agents de sécurité, poursuivit Wade. Ce sont des spécialistes de l'élimination. Warren n'a pas l'intention de négocier ce soir. Mitchell sentit un calme familier l'envahir. Le même sentiment qu'il avait éprouvé avant chaque mission dangereuse pendant son service militaire. Certains paniquaient lorsque la violence devenait inévitable. Mitchell avait toujours trouvé cela éclairant. Continuez à surveiller leur communication. Si ça tourne mal, j'ai besoin que vous vous assuriez que Tyler soit protégé. Mitchell, vous devriez peut-être envisager de faire appel aux forces de l'ordre. Ces mêmes forces de l'ordre auxquelles la famille de Warren contribue depuis 20 ans. Ces mêmes policiers qui trouveront bien le moyen de me rendre responsable en découvrant 3 mercenaires morts. La voix de Mitchell était froide. Non, attendez. Ça se termine ce soir, mais à mes conditions. Après avoir raccroché, Mitchell passa 2 autres appels. Le premier était destiné à Clint Campbell, son contremaître,
et ce qui se rapprochait le plus d'un frère pour lui. Clint avait servi 2 fois en Afghanistan avec Mitchell et comprenait que certains problèmes ne se résolvaient pas avec des mots. Le deuxième appel était destiné à Steve Carvey, un avocat spécialisé dans les problèmes juridiques qui surgissent lorsque les solutions civilisées échouent. Lorsque Mitchell revint à la maison, Tyler exhibait fièrement une fournée de cookies aux pépites de chocolat frais. La vue du sourire innocent de son fils durcit la détermination de Mitchell comme de l'acier refroidi dans l'eau glacée. « Papa, on peut travailler sur la forteresse demain ? Je veux ajouter une autre tour. » Absolument. Nous construirons la forteresse la plus grande et la plus solide que vous puissiez imaginer. Tandis que Tyler s'enfuyait pour se laver les mains, Marjorie s'approcha de son fils avec l'expression qu'elle avait lorsqu'il rentrait couvert de sang après des bagarres. « Enfant. Ça va empirer à quel point ? Assez pour que tu emmènes Tyler chez ta sœur, dans le Colorado, pour quelques semaines ce soir. » Marjorie hocha la tête sans discuter. Elle avait été mariée à un homme qui avait mené ses propres guerres et ses propres affaires, et qui savait quand la retraite était la meilleure preuve de courage. « Quand tu auras fini, quoi que tu aies à faire, dit-elle doucement. Assure-toi de revenir auprès de ce garçon. Il aura plus que jamais besoin de son père. Je reviendrai, promit Mitchell. Mais je ne serai peut-être plus le même homme qui part. Le soir approchant, Mitchell aida sa mère à emballer les affaires de Tyler tout en lui expliquant qu'il partait à l'aventure pour voir tante Virginia dans les montagnes. Tyler était tout excité par ce voyage inattendu, discutant de randonnée et de pêche, tandis que Mitchell mémorisait chaque détail du visage de son fils. Au moment de lui dire au revoir, Tyler le serra fort dans ses bras. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon pote, plus que tu ne le sauras jamais. » Alors que la voiture de sa mère disparaissait sur la route de campagne sombre, emportant la personne la plus importante de son monde en sécurité à l'intérieur, Mitchell se dirigea vers son camion et sortit un sac en toile de derrière le siège conducteur. À l'intérieur se trouvaient des outils qu'il espérait ne plus jamais utiliser, des lunettes de vision nocturne, un couteau tactique, un gilet pare-balles et le pistolet de calibre 45 qu'il avait transporté à travers 2 zones de guerre. Mais ce n'étaient pas les armes les plus dangereuses à sa disposition. Il n'y avait que son intelligence, sa patience et sa volonté absolue de faire tout ce qui était nécessaire pour protéger son fils et détruire ses ennemis. À 19h30, Mitchell Ross se dirigea vers le chantier de Riverside, laissant derrière lui l'homme qui croyait aux lois, à la civilisation et aux secondes chances. Ce qui allait arriver serait bien plus primitif et infiniment plus dangereux. Chapitre 4. Au cœur du massacre. Le chantier de Riverside s'étendait sur 6 hectares de terrain de premier choix, tel un squelette en attente de chair. D'énormes engins de terrassement restaient silencieux au clair de l'une et des murs de fondation à moitié terminés projetaient des ombres irrégulières sur le sol dévasté. Mitchell avait développé ce terrain pendant 2 ans, planifiant un complexe à usage mixte qui ancrerait l'expansion de la ville vers l'est. Maintenant, il allait devenir un champ de bataille. Mitchell arriva 30 minutes en avance, gara son camion à 6 km et s'approcha à pied par la zone boisée adjacente. Ses lunettes de vision nocturne transformèrent l'obscurité en une clarté teintée de vert, révélant le cauchemar tactique que Christopher Warren avait choisi pour leur affrontement. 3 véhicules étaient déjà positionnés autour du chantier. La BMW de Warren près de l'entrée principale. Un SUV noir dissimulé derrière des piles de matériaux de construction et une camionnette positionnée pour bloquer la seule autre sortie. Un placement professionnel qui confirmait les renseignements de WDE concernant des mercenaires engagés. Grâce à sa lunette, Mitchell compta 4 chiffres. Christopher Warren, debout près de sa voiture, consultait nerveusement sa montre, et 3 autres hommes se positionnaient en triangle pour créer des champs de tir superposés. Ils portaient des tenues tactiques sombres et se déplaçaient avec la précision et l'économie de manœuvres de tueurs de train. Mais Warren avait commis une erreur critique dans le choix du lieu. C'était le territoire de Mitchell, construit de ses propres mains. Et il connaissait chaque canalisation, chaque mur de fondation, chaque équipement susceptible de fournir une couverture ou une dissimulation. Plus important encore, il connaissait le réseau de tunnels de drainage qui courait sous tout le site. Le téléphone de Mitchell vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. « Votre femme est en sécurité avec nous. Venez seul et sans armes, sinon elle mourra. » Un deuxième message suivit, accompagné d'une photo. Vera était attachée à une chaise dans ce qui ressemblait à une caravane de chantier, la bouche recouverte de rubans adhésifs. Ses yeux étaient écarquillés de terreur au-dessus du bâillon. Mitchell examina attentivement l'image. La caravane était la sienne,
un bureau temporaire qu'il avait utilisé pendant les premières phases de construction. Elle était actuellement située près du centre du chantier, ce qui signifiait que les hommes de Warren avaient eu des heures pour préparer leur embuscade. Mais Mitchell remarqua aussi quelque chose que les mercenaires de Warren avaient manqué. Le reflet dans la vitre de la caravane laissait entrevoir une partie de l'entrée du tunnel de drainage qu'il avait installé le mois précédent. Si Vera était vraiment dans cette caravane, il avait un moyen inattendu de la rejoindre. À 20 heures précises, Mitchell émergea de la lisière des arbres, les mains visibles, et marcha lentement vers l'entrée principale où Christopher Warren l'attendait. Le promoteur essayait de paraître confiant, mais Mitchell voyait la tension dans ses épaules, la façon dont son regard se posait sur les positions cachées de ses tueurs à gages. « Où est-elle » cria Mitchell à 50 mètres. « En sécurité pour l'instant » répondit Warren. « Mais cela dépend entièrement de votre coopération. »« Que voulez-vous ?»« Tout. Votre entreprise, vos biens, vos contrats de construction. Et surtout, cette propriété. » Warren désigna le chantier autour d'eux. « Vous allez me le céder ce soir. » Mitchell continua son approche, cataloguant mentalement les positions des 3 mercenaires. Marcus Cole était derrière une bétonnière à l'est. Jason Barr s'était positionné sur une plateforme de grue avec un fusil de précision. Et Eugene Field était accroupi derrière pour empiler des poutres d'acier à l'ouest. Et si je refuse, votre femme mourra et vous serez tenu responsable de son meurtre. Nous avons des images de sécurité vous montrant en train de la menacer, des enregistrements de vos accès de violence, des preuves documentées de votre passé de brutalité. La police trouvera vos empreintes digitales sur l'arme du crime et votre ADN sur les lieux. Très minutieux, dit Mitchell en s'arrêtant à 6 mètres de Warren. Il y a juste un problème avec votre plan. Lequel ? Je ne négocie pas avec des morts. Le sourire confiant de Warren s'estompa. Vous êtes désarmés et 3 fois moins nombreux que les professionnels. C'est fini, Ross. Tu as commis la même erreur que tout le monde lorsqu'il essaie de m'intimider, dit Mitchell sur le ton de la conversation. Tu pensais que j'étais là pour sauver Vera. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Le visage de Warren pâlit tandis que les implications se faisaient sentir. Vois-tu, Christopher, j'ai cessé d'aimer ma femme dès que j'ai découvert sa trahison. Elle est déjà morte pour moi. Tu viens de m'éviter la corvée de divorce. Tu bluffes, hein ? Pense à ce que tu sais de mon histoire. Quand Dal McBride a essayé de me détruire, ai-je essayé de le raisonner ? Quand des entrepreneurs ont essayé de me duper, ai-je pardonné et oublié ? Je t'avais dit que ça finirait de 2 façons. Tu as mal choisi. Warren chercha sa radio. Descends-le. Descends-le maintenant. Mais Mitchell était déjà en mouvement. Le premier coup de feu fut tiré par Jason Barr sur une plateforme de grue. La balle siffla près de l'oreille de Mitchell alors qu'il plongeait derrière un tas de blocs de béton. Le sniper était bien, mais il était positionné pour intimider plutôt que pour tuer net. La réponse de Mitchell ne fut pas une balle. C'était le générateur diesel qui alimentait les lumières de sécurité du site. Une seule pierre bien placée déclencha l'arrêt d'urgence, plongeant toute la zone dans le noir. Vision nocturne. La voix de Cole grésilla sur leur fréquence radio. Passer en vision nocturne. Mais Mitchell préparait cela depuis des semaines. Les explosions secondaires qui suivirent n'étaient pas aléatoires. Il s'agissait de charges placées stratégiquement dans les systèmes électriques du viseur, créant une série d'éclairs brillants qui surchargeraient tout équipement de vision nocturne. Dans le chaos des lumières stroboscopiques et des ordres hurlés, Mitchell se glissa dans le système de drainage qu'il avait conçu pour évacuer les eaux de pluie du chantier. Les tubes en béton étaient suffisamment larges pour qu'un homme puisse y ramper et reliés à des chambres d'inspection réparties sur toute la propriété. Il émergea à 50 mètres derrière la position d'Eugene Fields. L'ancien agent de la Delta Force était bon, mais il était concentré sur la dernière position connue de sa cible plutôt que sur l'approche qu'il n'avait jamais envisagée. Le couteau de Mitchell glissa entre les mains de Field. Il lui transperça les côtes avec une précision chirurgicale, lui transperçant le cœur et mettant fin à sa menace sans un bruit. Alors que le mercenaire s'effondrait, Mitchell s'empara de ses armes et de son équipement radio. Rapport de terrain, demanda la voix de Cole à la radio. Mitchell actionna l'émetteur avec le dispositif de modulation vocale de Field. Un équipement que Wade s'était procuré pour des situations exactement comme celle-ci. La cible se déplaçait vers l'est, en direction de votre position. Je vous flanque par le sud. Bien reçu.
Mais Mitchell ne se déplaçait pas vers l'est. Il escaladait déjà la grue qui retenait Jason Barr. Le sniper était concentré sur le sol en contrebas, guettant tout mouvement parmi les engins de chantier. Il n'entendit pas Mitchell approcher jusqu'à ce que le couteau touche la base de son crâne. 2 de moins, 1 à faire. Rapport de Cole. La voix de Warren était proche de la panique à la radio. Mitchell utilisa la position radio de Barr pour trianguler la position de Cole, puis traversa le réseau de tunnels pour approcher sous un angle inattendu. Mais Marcus Cole avait finalement compris que quelque chose n'allait pas et s'était positionné en défense près de la caravane où Vera était censée être retenue. Grâce à ses lunettes de vision nocturne, Mitchell pouvait voir Cole, scrutant le périmètre avec une précision militaire. L'homme était dangereux et vigilant. Une attaque directe serait risquée. C'est alors que Mitchell remarqua la grue de chantier positionnée juste au-dessus de la remorque. 5 minutes plus tard, la radio de Cole grésilla et la voix de Jason Barr retentit. « J'ai du mouvement dans la remorque. » La femme essaie de s'échapper. Cole tourna la tête vers la remorque un instant, mais ce fut suffisant. La boule de démolition de la grue, lâchée à 18 mètres de hauteur, s'écrasa sur le toit de la remorque avec une force dévastatrice. Une fois la poussière retombée, Mitchell trouva le corps de Cole dans les décombres, écrasé par les débris de la structure qui s'effondrait. Mais il n'y avait aucun signe de Vera. Très impressionnant. La voix de Christopher Warren l'appela de quelque part dans l'obscurité. « Mais tu avais tort sur un point, Ross. Je n'ai jamais eu ta femme. » Mitchell émergea de l'ombre. La voix de Warren le guida vers un poste près de l'entrée principale. Le promoteur se tenait à côté de sa BMW, ne cherchant plus à cacher sa peur. La photo avait été prise il y a des mois, lors de notre première rencontre ici. Il y a un endroit parfaitement sûr, probablement. Je me demandais où tu avais disparu. La voix de Warren tremblait. Tu viens d'assassiner 3 hommes pour rien. Pas pour rien, dit doucement Mitchell. Pour la justice. C'étaient juste des agents de sécurité. Des tueurs qui menaçaient ma famille. Mais tu as raison sur un point. J'avais tort de penser qu'il s'agissait de sauver Vera. Mitchell s'approcha et Warren put distinguer clairement son visage pour la première fois. Son expression fit trembler les genoux de Warren. Il s'agissait d'envoyer un message. Quel message? Que quiconque tentera de détruire ce que j'ai construit paiera de tout son argent. Warren chercha ses clés de voiture. C'est fini. Je m'en vais. Tu peux garder tes biens, ton entreprise, tout. Laisse-moi partir. Non, dit simplement Mitchell. Tu as franchi une limite en utilisant ma femme pour recueillir des renseignements. Tu as franchi une autre limite en me coûtant des millions en contrats perdus. Mais tu as franchi la limite en menaçant l'avenir de mon fils. La main de Warren trouva la poignée de sa portière. Je n'ai jamais touché ton fils, mais tu comptes le faire. La bataille pour la garde, les allégations de violence conjugale, la destruction systématique de mon réputation, tout cela conçu pour m'enlever Tyler. C'est impardonnable. Warren ouvrit brusquement la portière de sa voiture, mais le moteur avait été coupé quelques heures plus tôt. Il tourna frénétiquement la clé, mais rien ne se passa. Voyez-vous, Christopher, il y a quelque chose que vous n'avez jamais compris chez les hommes comme moi. Nous ne nous contentons pas de construire des choses. Nous réfléchissons à comment les détruire. Chaque structure, chaque système, chaque plan a des vulnérabilités si l'on sait où regarder. Mitchell s'introduisit dans la voiture de Warren et en tira le promoteur par le col. Warren frappa violemment, heurtant la mâchoire de Mitchell, mais ce fut comme heurter un mur de béton. Votre empire immobilier, les investissements de votre famille, votre réputation personnelle, tout cela repose sur un socle de dettes et d'actifs à effet de levier. Très fragile. Lorsqu'on exerce la bonne pression. Le premier coup de Mitchell lui brisa le nez. Le deuxième lui brisa les côtes. Au troisième, Warren suppliait. S'il vous plaît, je vous donnerai tout, les contrats, les informations que Vera vous a fournies. Tout ce que vous voulez. Je ne veux pas de vos contrats, dit Mitchell en soulevant Warren par la gorge. Je veux que vous compreniez qu'il y a des conséquences à la trahison. À la fin, Christopher Warren était vivant, mais brisé physiquement, financièrement et psychologiquement. Il survivrait, mais il ne menacerait plus jamais ce qui appartenait à Mitchell Ross. Tandis que les sirènes hurlaient au loin, Mitchell se fondit dans l'ombre,
laissant derrière lui une scène de crime qui allait intriguer les enquêteurs pendant des années. Il avait travaillé pour finir. Chapitre 5. La toile se défait. Les urgences de l'hôpital Saint-Marie bourdonnaient d'un chaos contrôlé tandis que les ambulanciers faisaient passer Christopher Warren par les portes automatiques. Son visage était couvert d'ecchymoses et de bandages. Son bras gauche était maintenu dans une écharpe de fortune, et ses yeux affichaient le regard vide d'un homme qui avait vu sa propre mort de près. Le docteur Hélène Cowan, chirurgienne traumatologue de garde, examina les blessures de Warren et ordonna un bilan complet. Contusions multiples, 2 côtes cassées, nez fracturé, grave commotion cérébrale et ce qui semblait être un traumatisme psychologique bien au-delà des dommages physiques. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle. L'ambulancier l'a trouvé sur un chantier. Il affirme avoir été agressé par plusieurs agresseurs lors d'un braquage. La police enquête déjà. Mais lorsque l'inspecteur Omar McCabe est arrivé pour recueillir la déposition de Warren, l'histoire a commencé à s'effondrer. « Vous deviez rencontrer Mitchell Ross à 20h, a déclaré McCabe en lisant ses notes. Mais vous affirmez avoir été cambriolé par des agresseurs inconnus. Les yeux gonflés de Warren parcouraient nerveusement la chambre d'hôpital. J'ai dû être confus. La blessure à la tête. Monsieur Warren, nous avons trouvé 3 corps sur ce chantier. Tous des soldats de carrière avec des armes et du matériel militaire. Ce n'était pas un braquage aléatoire. McCabe était un vétéran de 20 ans dans la police qui avait vu toutes les formes de violence que la ville pouvait offrir. Ce qu'il avait trouvé sur le site de Riverside était tout autre. Précis, calculé et exécuté avec une efficacité militaire. « Je veux un avocat », murmura Warren. « C'est votre droit, mais monsieur Warren, celui qui vous a fait ça vous a laissé en vie pour une raison. Cela suggère que ce n'est pas fini. » En quittant l'hôpital, Mab ne pouvait s'empêcher de penser qu'il enquêtait sur le premier acte de quelque chose de bien plus vaste et dangereux. À 30 km de là, dans le cabinet d'avocat de Steve Carvey, Mitchell Ross était assis en face de son avocat dans une salle de conférence lambrissée d'acajou, témoin de dizaines de batailles menées avec des contrats plutôt qu'avec des armes. La police a posé des questions, dit Steve en ajustant ses lunettes tout en passant en revue les événements de la matinée. Le récit de Warren ne concorde pas avec les preuves, mais il continue d'enquêter. Qu'ils enquêtent. Ils ne trouveront rien qui puisse me mener jusqu'à moi. Steve Carvey représentait Mitchell depuis 8 ans, gérant tout, des litiges dans le secteur de la construction aux contestations réglementaires. Il était l'une des rares personnes à vraiment comprendre la méthode avec laquelle Mitchell abordait les problèmes, tant juridiques qu'autres. Et Vera? Et elle? Mitchell, elle est toujours ta femme. Elle va découvrir qu'il est arrivé quelque chose à Warren et elle va supposer que tu es responsable. L'expression de Mitchell n'a pas changé. Elle aurait raison de le supposer. Cela pourrait compliquer la procédure de divorce. Si elle peut te dépeindre comme violent ou instable, elle n'en aura pas l'occasion. Mitchell a sorti son téléphone et a écouté un enregistrement. La voix de Vera a empli la salle de conférence d'une voix claire et accablante. Christopher, je veux que tu comprennes. Si Mitchell découvre notre existence, il te tuera. Il n'est pas stable comme les autres hommes. Lorsqu'il se sent trahi, il devient quelqu'un d'autre. Steve a écouté 10 minutes de conversation enregistrée entre Vera et Christopher Warren. Chacune plus dommageable que la précédente. Vera discutant des stratégies commerciales de Mitchell, révélant des informations confidentielles sur ses clients et planifiant activement de détruire sa réputation pendant leur procédure de divorce. Où as-tu trouvé ça? Disons simplement que la technologie a rendu la surveillance conjugale beaucoup plus facile qu'avant. Mitchell, c'est suffisant pour mettre fin à toute bataille pour la garde des enfants avant même qu'elle ne commence. Aucun juge n'accorderait la garde à une mère qui s'efforce activement de nuire au père de son enfant. Je sais, mais je veux plus que la garde. Je veux la justice. Steve s'adossa à son fauteuil en cuir, scrutant le visage de son client. En 8 ans de représentation juridique, il n'avait jamais vu Mitchell aussi froid et concentré. Quel genre de justice? Celle qui garantit que cela ne se reproduise plus. À moi, à Tyler, ou à quiconque pourrait faire confiance aux mauvaises personnes. Cet après-midi-là, tandis que Warren était interrogé par la police et que Mitchell planifiait ses prochaines actions, Vera Ross déjeunait avec son père au country club, où elle avait grandi en jouant au tennis et en apprenant à naviguer dans la haute société. Philippe Alvarez était un homme distingué d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et à l'autorité discrète qui lui venait de 30 ans de gestion de l'argent d'autrui.
Il avait bâti son empire bancaire grâce à des investissements judicieux et des partenariats stratégiques, et il avait toujours été fier de l'intelligence et de l'ambition de sa fille. Cette fierté était sur le point d'être mise à l'épreuve. « Tu as l'air fatigué, mon cœur » dit Philippe tandis qu'ils s'installaient à leur table habituelle avec vue sur le golfe. « Tout va bien à la maison ?» Vera redoutait cette conversation, mais elle avait besoin du soutien de son père pour ce qui allait suivre. « Papa, je dois te dire quelque chose à propos de Mitchell et moi. Je me doutais qu'il y avait des problèmes. Il semblait distant au dîner de charité le mois dernier. Nous divorçons. » Philippe a posé sa tasse de café avec un calme d'entraînement. « Je suis désolé de l'apprendre. Mitchell est un homme bien. Même s'il peut être un peu brutal. Que s'est-il passé? Nous nous sommes éloignés. Il est devenu plus violent, plus imprévisible. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire à Tyler ou à moi. » C'était une version soigneusement élaborée de la vérité, destinée à susciter la compassion sans révéler toute l'ampleur de sa trahison. Mais Philippe Alvarez n'avait pas bâti un empire bancaire en acceptant des explications superficielles. Vera, je connais Mitchell depuis 13 ans. Il n'a jamais élevé la voix en ma présence. Il n'a jamais montré autre chose que du respect pour toi et de l'amour pour Tyler. Tu ne me disais pas, papa, s'il te plaît. J'ai juste besoin de votre soutien pour cette épreuve. Les avocats disent qu'avec les antécédents de violence de Mitchell, je devrais pouvoir obtenir la garde exclusive et un accord à l'amiable. Quels antécédents de violence? L'incident avec cet entrepreneur il y a 5 ans, l'homme qui a tenté de tuer quelqu'un en sabotant des engins de chantier. Vera s'est rendu compte qu'elle avait sous-estimé la connaissance qu'avait son père des affaires de Mitchell. Philippe avait toujours eu à cœur de connaître l'homme qui s'était marié avec un membre de sa famille. Il y a eu d'autres incidents. Non, il n'y en a pas eu. La voix de Philippe portait l'autorité d'un homme habitué à distinguer le vrai du faux. Vera, qu'as-tu fait? La question planait entre eux comme une épée prête à tomber. À cet instant, Vera a réalisé que son père soupçonnait déjà la vérité. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Qui? Christopher Warren, le promoteur immobilier. Le visage de Philippe est devenu blanc. Bon sang, Vera, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Que veux-tu dire? Christopher Warren est un parasite qui tente de détruire les entreprises légitimes de la région depuis des années. Les projets de développement de sa famille sont construits sur la dette et la corruption. Si Mitchell l'apprend, il le sait déjà. Philippe perdit toute couleur. Comment savez-vous qu'il est au courant? Christopher a été agressé hier soir. Il est à l'hôpital. Ce devait être Mitchell. Philippe se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. On part. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est que tu as déclenché une guerre avec un homme qui ne perd jamais. Le problème, c'est que tu as impliqué notre famille dans quelque chose qui pourrait détruire tout ce que j'ai passé 30 ans à construire. Alors que je marchais rapidement vers la sortie, le téléphone de Philippe sonna. L'identification de l'appelant indiquait le bureau de Steve Carvey. Monsieur Alvarez, ici Steve Carvey. Je représente Mitchell Ross. Nous devons discuter de certaines irrégularités financières portées à notre connaissance concernant votre fille et la Fondation pour le cancer des enfants. Philippe ferma les yeux, comprenant que le cauchemar ne faisait que commencer. De quel genre d'irrégularité s'agit-il? Le genre d'irrégularité qui implique des poursuites fédérales pour détournement de fonds caritatifs? Monsieur Ross aimerait vous rencontrer ce soir pour en discuter. Comment cette affaire pourrait être résolue sans l'intervention des forces de l'ordre? Vera écoutait la version de son père avec une horreur croissante. Mitchell n'avait pas seulement découvert sa liaison. Il avait tout découvert. Papa, que se passe-t-il? Philippe raccrocha et regarda sa fille avec un mélange de colère et de déception plus profond que n'importe quelle blessure physique. Ce qui se passe, Vera, c'est que tu as donné à Mitchell Ross tout ce dont il a besoin pour détruire toute notre famille. Et d'après ce que je sais de cet homme, il ne fait que commencer. Alors qu'il quittait le country club, Vera commença enfin à comprendre qu'elle n'avait pas joué à un jeu de séduction et de trahison avec son mari. Elle jouait avec des forces qui allaient tout consumeur. Chapitre 6, le jugement commence. La Fondation pour le cancer infantile occupait un modeste bâtiment en briques à la périphérie du quartier financier. Ses murs étaient décorés d'œuvres d'art réalisées par de jeunes patients et de photographies de familles ayant trouvé l'espoir dans leurs heures les plus sombres. Pendant 15 ans,
la fondation avait apporté son soutien aux familles confrontées à la détresse infantile. Cancer, finançait la recherche et offrait des subventions pour des traitements expérimentaux. C'est également là que Vera Ross avait systématiquement volé de l'argent pour financer sa liaison avec Christopher Warren. Mitchell était assis dans la salle de conférence de la fondation à 6 heures du matin, examinant les documents financiers avec le conseil d'administration de l'organisation. Les preuves étaient accablantes, fausses factures, paiements détournés et un système de vol systématique qui avait coûté à la fondation près de $40 000 en 8 mois. Je n'arrive pas à y croire, a déclaré le docteur Miranda Huard, directrice médicale de la fondation. Cette femme d'une cinquantaine d'années avait consacré sa vie à aider les enfants malades. La trahison était clairement visible sur son visage. Vera travaille avec nous depuis 5 ans. Elle a organisé nos plus grandes collectes de fonds, ce qui lui a donné accès au système financier, a ajouté Theodore Spencer, trésorier de la fondation et ami de longue date de Philippe Alvarez. Elle savait exactement comment manipuler la comptabilité pour dissimuler le vol. Mitchell a étalé des copies de relevés bancaires montrant où l'argent volé était allé. Séjour dans des hôtels de luxe, onéreux. Dîner, achat de bijoux et retrait d'espèces qui coïncidaient avec les rencontres de Vera avec Christopher Warren. La question maintenant, dit doucement Mitchell, est de savoir comment gérer cette situation. Je pourrais transmettre ces preuves au FBI, qui poursuivrait Vera pour détournement de fonds fédéraux. Elle encourait 5 à 10 ans de prison. Quelle est l'alternative, demanda le docteur Hubbard. Je restitue intégralement à la fondation, le double du montant volé, et nous gérons cela en privé. Pas d'accusation criminelle, pas de scandale public, pas d'atteinte à la réputation de la fondation. Theodore Spencer se pencha en avant. Que voulez-vous en échange? La justice, mais pas celle qui vient des tribunaux et des juges. Le docteur Hubbard étudia le visage de Mitchell, essayant de déchiffrer ses intentions. Elle le connaissait depuis des années grâce à ses dons caritatifs et l'avait toujours trouvé direct mais juste dans ses relations. Monsieur Ross, nous apprécions votre offre de restitution, mais nous ne pouvons pas ignorer un comportement criminel. Ces familles dépendent de notre fondation, et elles continueront de dépendre de vous. Mais imaginez quel scandale public. Cela nuirait à vos collectes de fonds, à vos bénévoles, à votre réputation au sein de la communauté médicale. Parfois, la justice privée sert mieux l'intérêt général que les poursuites judiciaires. Mitchell sortit son chéquier et signa un chèque de $80 000, soit le double du montant volé par Vera. Il le déposa sur la table, à la vue de tous. Il ne s'agit pas seulement d'argent, poursuivit-il. Il s'agit de garantir que ceux qui trahissent la confiance subissent les conséquences qui comptent. Vera perdra tout ce à quoi elle tient, son mariage, son statut social, l'accès au mode de vie auquel elle s'est habituée, mais elle conservera sa liberté et la possibilité de reconstruire sa vie. Et sa relation avec votre fils? Demanda doucement le docteur Hubbard. Pour la première fois, la façade contrôlée de Mitchell se fissura légèrement. Tyler saura la vérité sur sa mère, mais il comprendra aussi que les gens peuvent changer. Si Vera choisit de se racheter, elle en aura l'opportunité, si elle choisit de poursuivre sur sa lancée. Il laissa la phrase inachevée, mais le sous-entendu était clair. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour accepter l'offre de Mitchell. À la fin de la réunion, le téléphone de Mitchell a vibré, un SMS de Wade Warner lui a été envoyé. Vera venait de quitter la maison de son père. Elle se rendait à l'hôpital pour voir Warren. Mitchell a souri d'un air sombre. Vera lui facilitait les choses plus qu'il ne l'avait prévu. L'hôpital St. Marie avait renforcé la sécurité autour de la chambre de Christopher Warren après l'incident de la nuit précédente, mais l'argent et les relations pouvaient surmonter la plupart des obstacles. Vera est arrivée avec des fleurs et un laissez-passer de visiteurs obtenus grâce à l'influence de son père auprès du conseil d'administration de l'hôpital. Elle a trouvé Warren calé dans son lit, l'air d'avoir été écrasé par un engin de chantier, ce qui, au sens figuré, était le cas. Christopher, que s'est-il passé? La police a dit que tu avais été agressé lors d'un cambriolage. Mais c'était lui, a murmuré Warren, sa voix à peine audible à travers ses lèvres gonflées. Ton mari. Il savait tout. Vera sentait la pièce tourner autour d'elle. C'est impossible. Mitchell m'aurait directement confronté s'il avait su. Il n'est pas subtil sur ces sujets. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Ces hommes que j'ai engagés pour ma protection sont morts. Vera, tous des soldats professionnels. Et il les a tués comme s'ils n'étaient rien.
Tu es confuse. La blessure à la tête. Je ne suis pas confuse. Le cri de Warren fit accourir une infirmière qui vérifia ses moniteurs et ajusta ses analgésiques avant de lancer un regard sévère à Vera, qui craignait de contrarier la patiente. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, Warren saisit la main de Vera avec une force désespérée. Il m'a laissé en vie pour envoyer un message. Ce n'est pas fini. Il va nous détruire tous les deux. Vera retira sa main, scrutant le visage meurtri de Warren. Que lui as-tu dit exactement sur notre relation? Rien. Il savait déjà tout. Il avait des enregistrements, des photos, des documents financiers. Il était au courant des renseignements commerciaux que tu me fournissais, des contrats volés, et même de l'argent de la fondation. Le sang de Vera se glaça. Quel argent de la fondation? Les 40 000 que tu as pris à l'association caritative pour les enfants atteints du cancer. Il a la documentation de chaque transaction. La pièce a commencé à tourner alors que Vera réalisa la véritable portée des connaissances de Mitchell. Il n'avait pas seulement découvert sa liaison. Il avait découvert chaque secret, chaque mensonge, chaque crime qu'elle avait commis au service de sa trahison. Je dois y aller, a-t-elle dit, en se dirigeant vers la porte. Vera, ne me laisse pas ici seule. Il pourrait revenir. Il ne reviendra pas, a-t-elle dit avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. Mitchell ne se répète pas, mais alors qu'elle se précipitait dans les couloirs de l'hôpital, Vera ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle était surveillée. Chaque ombre semblait cacher une menace. Le regard de chaque étranger ressemblait à une surveillance. Elle avait raison d'être paranoïaque. Wade Warner a été positionné dans le parking de l'hôpital, photographiant tous ceux qui sont entrés ou qui ont quitté le sol de Warren. Les images étaient transmises en temps réel à Mitchell, qui suivait les mouvements de Vera tout en exécutant simultanément la phase suivante de son plan. À 14 heures, Vera est arrivée dans les cabinets d'avocats de Marcia McCarthy, l'avocat en divorce qu'elle avait embauché pour traiter son dossier contre Mitchell. McCarthy était connu pour ses tactiques agressives dans les divorces de forte actifs et sa volonté de détruire les parties adverses par l'assassinat des personnages. Nous devons déposer une ordonnance d'interdiction d'urgence, a déclaré Vera, en face de l'avocat dans son bureau du centre-ville. J'ai des raisons de croire que mon mari a attaqué mon ami hier soir. Avez-vous des preuves de cette prétendue attaque? Christopher Warren est à l'hôpital avec de graves blessures. Il était censé rencontrer Mitchell et censé le rencontrer sur ce que Vera a réalisé qu'elle était entrée dans un territoire dangereux. Admettre que Christopher avait rencontré Mitchell aurait besoin d'expliquer leur relation, ce qui s'apprête toute sa stratégie de divorce. Affaire. Christopher est un promoteur immobilier. Marcia McCarthy était un avocat expérimenté qui pouvait sentir la tromperie de l'autre côté de la pièce. Madame Ross, y a-t-il quelque chose dans votre relation avec Monsieur Warren que je devrais savoir? Nous sommes amis. Mitchell a été de plus en plus jaloux et paranoïaque à propos de mes amitiés avec d'autres hommes. Je vois. Et ces réunions d'affaires entre votre mari et Monsieur Warren, quel genre d'entreprise conduisait-elle? Vera s'est retrouvée piégée entre la vérité et les mensonges qu'elle avait soigneusement construits. Je ne suis pas sur des détails. Madame Ross, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi si je vais vous représenter efficacement. Avez-vous une liaison avec Christopher Warren? La question était suspendue dans les airs comme une condamnation à mort. Vera s'est rendu compte que sa stratégie soigneusement planifiée s'effondrait autour d'elle. Ce n'est pas, je veux dire que nous devenons proches, mais Madame Ross, je vais vous donner des conseils gratuits. Si vous avez une affaire extramariée tout en déposant le divorce pour le comportement violent de votre mari, vous lui remettez tout ce dont il a besoin pour vous détruire devant le tribunal. Aucun juge n'accordera la garde à une mère infidèle qui a vécu une double vie. Vera sentit les murs se fermer autour d'elle. Mais Mitchell a des antécédents de violence. L'incident avec Dal McBride a été un cas de légitime défense légitime qui a été enquêté et effacé par la police. Madame Ross, la réputation de votre mari dans cette communauté est celle d'un homme d'affaires prospère qui emploie des centaines de personnes et contribue généreusement à la charité. Votre réputation, si cette affaire devient publique, sera celle d'une adultère qui a trahi sa famille. Alors que Vera quittait le cabinet d'avocats, elle a compris que sa route d'évasion soigneusement planifiée était devenue un piège. Mitchell n'avait pas simplement découvert ça. Trahison. Il avait anticipé sa stratégie et détruit systématiquement tous les avantages qu'elle pensait posséder. Son téléphone a sonné alors qu'elle était assise dans sa voiture dans le parking. Numéro inconnu. Bonjour,
Madame Ross. Il s'agit du détective Omar McCabe avec le service de police. Je voudrais vous poser des questions sur l'attaque de Christopher Warren hier soir. Je ne sais rien à ce sujet. Madame, Monsieur Warren a été retrouvé sur le chantier de construction de votre mari après ce qui semble avoir été une réunion d'affaires qui a mal tourné. J'essaie de comprendre la relation entre ces hommes. Vera ferma les yeux, comprenant que Mitchell avait orchestré même cet appel. Je pense que j'ai besoin d'un avocat. C'est ton droit, madame. Mais madame Ross, si vous avez des informations qui pourraient nous aider à résoudre cette affaire, ce serait dans le meilleur intérêt pour vous de coopérer. Alors que Vera terminait l'appel, elle a réalisé que Mitchell avait construit un web autour d'elle qui s'est resserré à chaque mouvement qu'elle a fait. Il ne cherchait pas seulement à se venger. Il la forçait à se détruire à travers ses propres choix et mensonges. Pour la première fois depuis avoir commencé sa liaison avec Christopher Warren, Vera Ross avait vraiment peur et elle avait raison de l'être. Chapitre 7. Les murs se rapprochent. L'unité des délits financiers du Bureau fédéral des enquêtes opérait à partir d'un immeuble de bureau stérile qui ressemblait plus à une compagnie d'assurance qu'à un centre nerveux pour enquêter sur le crime de col blanc. L'agent spécial Lyon avait passé 12 ans à suivre des sentiers monétaires à travers le labyrinthe et le monde de la fraude d'entreprise, du détournement de fonds et des complots financiers. Elle n'avait jamais rencontré de cas comme celui-ci. Le conseil anonyme est venu ce matin. L'agent de Léo a expliqué à son partenaire, l'agent Ken Bush, alors qu'ils examinaient les documents qui avaient été livrés à leur bureau. Quelqu'un a fourni des preuves détaillées de détournement de fonds d'un organisme de bienfaisance sur le cancer des enfants, avec des dossiers bancaires, des factures forgées et une piste papier qui mène directement à Vera Ross peut examiner les photographies des chèques, des recours bancaires et des documents financiers répartis sur sa table de conférence. C'est incroyablement minutieux. Celui qui a compilé ces preuves savait exactement ce qu'il faisait. La question est de savoir pourquoi il nous le donne au lieu de le gérer en privé. La plupart des caritatifs sont des cas où les petits se résolvent en interne pour éviter une publicité négative. Peut-être que le conseil de bienfaisance a décidé qu'il voulait des poursuites pénales. L'agent de Léo secoua la tête. J'ai appelé la Fondation du cancer pour enfants ce matin. Ils m'ont dit que le vol avait été découvert et que la restitution complète avait été faite par un donateur anonyme. Ils ont spécifiquement dit qu'ils ne cherchaient pas des accusations criminelles. Ainsi, quelqu'un d'autre veut que Vera Ross a poursuivi. Une personne ayant accès à des dossiers financiers détaillés, à des capacités de surveillance et à une compréhension complète de la construction des cas fédéraux de détournement. L'agent de Léo a étudié les preuves. Encore une fois, cela ressemble au travail d'un enquêteur professionnel ou d'une application de la loi. Vous pensez qu'un flic est derrière cela? Je pense que quelqu'un avec des ressources et une expertise détruit systématiquement la vie de Vera Ross. La question est de savoir s'ils le font pour la justice ou la vengeance. L'agent Bush a pris une photographie montrant Vera Ross entrant dans un hôtel de luxe avec Christopher Warren. Le conseil anonyme comprenait également des preuves d'une affaire extramariée. Pourquoi serait-ce pertinent pour un cas de détournement? Il établit un motif. Si Vera Ross volait de l'argent pour financer une affaire, cela montre l'intention et la préméditation plutôt qu'un simple désespoir financier. Ou l'agent Bush a dit lentement, quelqu'un construit un cas complet conçu pour détruire tous les aspects de sa vie simultanément. Financière, légale, personnelle, sociale, il la frappe sous tous les angles. L'agent de Léo avait pensé la même chose. D'après son expérience, ce niveau de coordination et de minutieuse provenait généralement des agences d'application de la loi ou de partis privés extrêmement motivés avec des ressources importantes. Examinons de plus près le mari, a-t-elle dit. Mitchell Ross. Que savons-nous de lui? 30 minutes de recherche sur la base de données ont révélé une image complexe. Mitchell Ross était un homme d'affaires prospère avec des contrats gouvernementaux, un vétéran militaire avec un dossier de service exemplaire et un pilier de la communauté locale grâce à ses contributions caritatives. Il avait également la réputation de pratiques commerciales impitoyables et une histoire documentée de confrontations violentes avec les concurrents. L'incident de Dal McBride, a déclaré l'agent Bush, en lisant le rapport de police, Ross a hospitalisé un homme qui a tenté de saboter son chantier de construction, mais l'enquête l'a effacé. McBride a attaqué en premier avec une arme. Pourtant, cela montre un modèle de résolution des conflits par la violence si nécessaire. L'agent de Léo commençait à former une théorie sur ce qui se passait réellement. Ken, que se passe-t-il si Mitchell Ross découvrait l'affaire et le détournement de sa femme, alors décidait de la détruire par des canaux juridiques plutôt qu'une confrontation directe?
Cela expliquerait la minutie des preuves et le conseil anonyme. Cela signifierait également que nous sommes utilisés comme instrument de vengeance personnelle plutôt que de poursuivre la justice. L'agent Bush a considéré cela. Est-ce important si Vera Ross a commis un détournement? Elle devrait faire face aux conséquences, peu importe qui l'a exposée. Cela compte parce que Mitchell Ross pourrait ne pas être terminé. S'il orchestra ce niveau de destruction systématique, il y a probablement d'autres cibles sur sa liste. Le téléphone de l'agent de Léo a sonné avant de pouvoir expliquer ses préoccupations. L'appelant était le détective Omar McCabe du service de police local. Agent de Léo, je comprends que vous enquêtez sur Vera Ross pour le détournement. Je ne peux pas discuter d'une enquête fédérale en cours, détective. J'appelle parce que Madame Ross est liée à un cas d'assaut que je travaille. Christopher Warren a été attaqué hier soir sur un chantier de construction appartenant à Mitchell Ross. Agent de Léo Fest pièce clicking en place. Quelle est la nature du lien de Madame Ross avec Monsieur Warren? C'est ce que j'essaie de déterminer. Warren affirme qu'il a été volé par des assaillants inconnus, mais les preuves suggèrent quelque chose de plus personnel. 3 soldats professionnels ont été tués sur les lieux.